C'était en 1917. La Bretagne se préparait à sa dernière charge contre les Allemands. 3 ans de combat, des centaines de bombes, des millions d'impacts. Les hommes s'éloignaient sous la neige et le fer, et les victoires alliées restaient limitées et lointaines. Mais cette fois, tout devait être différent. Sous la frontière, derrière les lignes ennemies, un réseau secret de tunnels abritait la plus puissante arme bretonne, presque prête. S'il fonctionnait, il séparerait la terre et dévorerait l'ennemi. Le plan était si confidentiel que les généraux envoyèrent leurs troupes au combat avec un seul ordre. Soldats, je ne sais pas si nous ferons l'histoire demain, mais en tout cas nous allons changer la géographie. À la fin de 1914, quelques mois à peine après le déclenchement de la Grande Guerre, le conflit avait rapidement sombré dans une impasse. Lorsque la frontière se fixa dans un désastre sans fin, de la mer du Nord jusqu'à la frontière suisse, des vagues d'assaut se succédèrent sans produire de percée durable. Des positions tombèrent pendant des heures, furent reprises, reperdues, puis reconquises. Les gains restaient minces, le prix humain, constant et effroyable, pesait de la même manière sur les deux camps. Nul par cet effondrement n'était plus brutal que sur l'îlot du saillant d'Esprit, une saillie des lignes britanniques qui pénétrait en territoire allemand. Cerné sur 3 côtés par l'ennemi, chaque mètre se négociait au prix du sang. Bien que les forces britanniques maintinssent cette tête de pont sans espoir apparent ni renfort, elles avaient désespérément besoin de se dégager de cet étau, avec pour objectif ultime de pousser sur le flanc où les bases de sous-marins allemandes menaçaient les lignes de ravitaillement alliées. Mais aucune avance de l'île de l'Esprit sali n'était impossible, tandis que les Allemands contrôlaient une pièce critique de terrain. Connu comme la gorge de Messine-Vecchiata, ce terrain élevé, situé au sud de l'Esprit sali, était le domicile des villages occupés de Messine et Vecchiata. De là, les observateurs armés allemands pouvaient observer l'ensemble du secteur sud de l'Esprit sali, tracer les mouvements, tirer sur les réserves et détecter les préparations pour n'importe quelle offensive, compromisant toutes les opérations dans l'Esprit sali avant qu'elles ne commencent même pas. Réclamant la gorge, cela n'a pas seulement blindé les observateurs allemands et amélioré les conditions dans l'Esprit sali, mais aussi a rassuré la pression des forces françaises au sud et a mis en scène l'aventure d'une offensive plus élevée à travers les Flandres. Cependant, les planétariens britanniques avaient déjà essayé, de temps en temps, de détruire l'ennemi, en perdant plus que ce qu'ils avaient gagné avec chaque faillite plan. Avec un nouvel an de guerre à l'horizon, la commande britannique savait que cela allait prendre beaucoup plus de temps que l'attaque frontale pour détruire la ligne allemande. Cette fois-ci, leur plan n'a pas commencé avec de l'artillerie, des tanks ou de l'infanterie. Il a commencé avec un pickaxe. Depuis le début de la Grande Guerre mondiale, les commandants de tous les côtés se sont transformés en mineurs et en armes de guerre souterrains pour éviter le déblocage et éviter le danger d'attaque frontale. Les ingénieurs militaires ont carrément développé des systèmes de tunnels sous la terre des Allemands, en les utilisant pour lancer des raids de surprise, transmettre des explosifs aux tranchées de l'ennemi et détruire les dépôts d'appui et les lignes de communication avec des explosifs dévastateurs. Pour le moment, les plus nombreux et ambitieux utilisateurs de la guerre souterrain sur la frontière occidentale sont les forces britanniques. En hiver de 1915, l'expéditionnaire britannique a déployé des compagnies de Tunneling Royal, des unités de mines militaires composées d'ingénieurs, de sapeurs et d'anciens mineurs de carbone pour lancer des projets de mines profondes sur l'île de Presali, pour targuer les fortifications allemandes autour de Messine et pour décoller des roues jusqu'à 20 mètres souterrains pour lancer les explosifs. Par conséquent, l'ingénieur-chef de l'expédition, brigadier George Falk, a recommandé l'excavation à des profondeurs de 60 à 90 mètres, une profondeur qu'il pensait empêcher les forces allemandes de découvrir les activités de la mine britannique dans l'AREA. Pendant que ces efforts d'excavation étaient en cours, le général Herbert Plumet a pris charge du secteur de Messine Ridge. Comme le plus nouveau commandant de l'armée secondaire britannique, Plumet a reconnu le potentiel de la guerre souterrain, non pas comme un outil de côté, mais comme un potentiel pièce de résistance dans toute l'offensive. En janvier 1916, il a présenté un propos à Field Marshal Douglas Haig, commandant en chef de l'expédition britannique, et le plus haut commandant militaire de la frontière occidentale. Le plan de Plumet n'était pas du tout similaire à celui d'avant. Au lieu de soutenir l'offensive avec des charges souterrains, il construisait toute la bataille autour d'eux. Les compagnies de tunnels britanniques allaient plus profondément que jamais, travaillant à tracer des galeries à travers du clay doux et de la terre eau, pour atteindre les positions clés allemandes sous la règle. Les explosifs seraient placés directement sous les points forts, les dugouts et les postes de commande. Lors de la bataille de la règle de Messine, l'élévation serait éloignée de l'intérieur. L'éruption signalerait le début de l'attaque, attirant les défenseurs en chaos,
et libérant l'espace pour que l'infanterie puisse se déplacer et dépasser le Sali et les villages de Messine et de Vecchiata, une fois et pour toutes. Haig approuvait le plan sans hésitation. À la fin de 1916, l'opération de minage le plus ambitieuse de la guerre était en cours. Les Britanniques passeraient l'année suivante en construisant une nouvelle frontière, totalement hors de vue de l'ennemi. Les compagnies de tunnels apportèrent leurs équipements à des mineurs de carbone britanniques, et des murs de Londres, des hommes qui comprenaient la douleur et la terre. Ils n'avaient rien d'autre que des piqûres, des poignets et des flicotants. Leur technique principale était le tapis de clé, une méthode empruntée de la construction de murs pré-guerre, qui prouvait être parfaite pour la clé bleue sous Flandais. Le tapis de clé se reposait sur un cadre en bois, les pieds serrés contre les épaules, attachés à une épée. En utilisant ses jambes pour la puissance, il poussait la clé vers l'arrière, le tournait et l'éloignait. Dehors de lui, deux hommes maintenaient le rythme, l'un tirant la clé tombée dans des sacs de sable, l'autre les emportant sur des trolleys qui roulaient silencieusement sur des rails en bois. Chaque des mouvements était minutement chorégraphié afin de minimiser le son. Les sacs de sable seraient serrés après l'ombre et écartés où les observateurs allemands ne noteraient pas la terre fraîche. Tout le monde savait que même un seul bruit inattentif pouvait être fatal, car les Allemands contreminent. Parfois si près, les Britanniques pouvaient entendre leurs piqûres traverser la clé. Malgré le rythme incroyable, les tunnels se développent, couche par couche, poitrine par poitrine. Chacun avait un nom, un objectif et un chemin éloigné. Certains couraient même sous des rivières et des anciens systèmes de dégâts. Des crates d'explosifs étaient stockées dans des chambres profondes. Des chaves de ventilation étaient cachées dans des ruines et des couloirs. L'eau s'échappait sans fin à travers les murs de la clé, forçant les pimpes à marcher jour et nuit pour protéger l'arène de la pluie. Le travail était tellement secretif que dès que l'infanterie au-dessus a entendu parler du plan, certaines des mines avaient déjà été en place pendant plus d'un an. Au cours de près de 24 mois de tunnels continus, les Allemands restaient sans clus de l'intricate chambre des Britanniques. Au printemps de 1917, les Britanniques avaient terminé de placer l'un des plus ambitieux réseaux d'explosifs de l'histoire militaire. Au-dessous des montagnes de Messine Ridge, 21 mines se trouvaient en attente. Un total de 4,5 milles de tunnels étendus à travers du clay bleu. Certaines galeries descendaient à 90 mètres sous le sol. D'autres plongeaient près de 300 mètres de profondeur. La plus longue s'étendait plus d'1 mille au-dessous de la terre des Allemands, passant sous des postes d'écoute allemandes et des mines de couverture avec une précision extraordinaire. Ensemble, ces chambres portaient près de 1 million de pounds d'explosifs ammoniaux. La taille était étonnante. À Spanbroek-Molen, l'un des plus hauts points de la Ridge, où les Allemands commandaient les meilleures vues dans les lignes britanniques, les ingénieurs avaient emprunté une seule chambre avec 91 000 pounds d'explosifs. La Saint-Éloi mine, positionnée sous le point fort des Allemands, qui résistait à plusieurs attaques de surface, contenait 95 600 pounds, la plus grande charge de toute l'opération. À Île 60, déjà connue pour la bataille plus tôt dans la guerre, 2 mines massives se trouvaient sous les tranchées allemandes. Kruisstraat, où 4 mines séparées avaient été empruntées sous le Sali allemand, tenait suffisamment d'explosifs pour obliter toute une bataille. En juin, chaque chambre était connectée et prête. Maintenant, toute la Ridge de Messine se trouvait sur un bâton de poudre-point avec les mines prêtes sous les pieds allemands. Le général Herbert Plumet commençait à orchestrer la bataille elle-même. En juin 1917, sa deuxième armée allait tirer sur un front de 17 000 mètres de Saint-Yves à Montsorel, avançant un maximum de 3 000 mètres dans un seul jour, un but assez ambitieux selon les normes des fronts de l'Ouest. Une fois la Ridge prise et gardée, le Lion pouvait être poussé au nord dans l'offensive, ce serait l'ouverture d'une plus grande campagne qui serait plus tard la campagne de Passchendaele. 3 corps allaient guider l'assaut. Le deuxième corps d'Anzac, composé principalement d'armes australiennes et du Nouveau-Zélande, allait attaquer le secteur sud et détruire le village de Messine, tandis que le 10e corps britannique allait pousser vers Vecchiata au centre de la Ridge. Enfin, le 9e corps allait attaquer le bord nord vers Saint-Éloi. Derrière les lignes, Plumet ne laissait rien à chance, et le leader forçait ses divisions à pratiquer sur des tranchées de réplique créées par des photos aériennes. Plumet assemblait plus de 2000 pièces d'artillerie pour l'assaut. Assez de puissance de feu pour maintenir une barrage creusante qui avançait à un rythme de marche à travers le Nouveau-Zélande, protégeant l'infanterie à chaque étape du chemin. Les gaz et les fusils de fumée bloquaient les positions allemandes sur les flancs, tandis qu'un paquet de tanks Mark IV attendait en réserve. Tout le monde savait que le terrain craté limiterait leur efficacité. Les Britanniques savaient ce qu'ils étaient contre. Le 1er juin, ils déclaraient que l'Alliant doit être gardé à tous les coups. En résultat,
absolument tout s'arrêtait à un rythme de 2 secondes. L'attaque se déroulait à 3h10 du matin, en commençant avec les explosions, aucun retard, aucune hésitation, et les Allemands auraient assez de temps pour se récupérer du choc et empêcher leurs armes. La semaine avant l'attaque, pour 7 jours, 2230 armes frappaient les positions de corpsement, en coupant des lignes, en tirant des points forts, et en tirant des batteries ennemies, en tirant plus de 3,5 millions de fusils dans l'endroit. Par contre, les tranchées d'assemblée ont été tirées à 150 mètres des lignes allemandes, assez proches pour entendre des centaines d'ennemis pleurer dans la nuit. Le 5 juin, des milliers d'hommes se trouvaient dans leur point de départ. Les mines étaient prêtes à exploser. Le 7 juin 1917, juste une demi-heure avant la nuit, l'artillerie britannique a tiré à Messines Ridge. Lorsque la silence a disparu sur toute la frontière, les troupes attendantes ont apparemment entendu la chanson de Nightingale. Puis, à exactement 3h10 de la matinée, la terre a disparu. La première détonation est venue sous la colline 60, détruisant la silence avec un bruit profond et concussif. Une seconde plus tard, la mine de la Caterpillar a disparu, puis les mines de Middle State Farm, Cruistract et Peckham. Une après l'autre, 21 mines ont érupté sous les lignes allemandes dans une séquence qui a duré à peine 20 secondes, mais qui a l'air comme la fin du monde. À Spandruk-Molan, près de la plus haute crotte de Mission Ridge, où les ingénieurs avaient caché 91 000 pounds d'ammonium, l'effet était presque biblique. Le sol s'élevait dans une bouge lentement tournée avant de s'effondrer dans une colonne de feu et de débris, laissant un cratère de plus de 250 mètres de large et de plus de 40 mètres de profond. D'un instant à l'autre, toutes les platoons allemands ont disparu. Jusqu'à quelques instants plus tard, à 3000 au sud, la mine de Saint-Éloi avec 95 600 pounds d'ammonium a détonné avec une force encore plus forte, complètement oblitérant les débris fortifiés, les nestes de machine gun et les batteries d'artillerie entières. Blanquant les tronches entourantes avec une couche de débris pulvérisés. Depuis les tronches britanniques, les soldats pouvaient voir des flèches brillantes d'orange et d'orange s'effondrant du sol, immédiatement suivies par des geysers de terre, de bois et de corps. Selon Patrick Carroll, qui a servi avec les concitoyens du Royal Dublin, une explosion a été le son le plus terrible qu'il ait jamais entendu, en lui disant « c'était pire qu'une earthquake ». Mon propre réaction ce matin, c'était que l'armée allemande avait explosé sur nous et qu'on allait tous être éclatés dans les bouches de terre, tombés en vie. L'impact collectif des mines de Machine Ridge était si énorme qu'elles ont été récemment entendues partout en Europe, jusqu'en Irlande et en France. Même le Premier ministre britannique David Lloyd George les a entendues de Londres, à environ 160 km. Le shockwave s'est déplacé comme une chose vivante et respirante. Les soldats qui étaient près du front ont senti leur ventre se compresser et leurs oreilles s'échapper. Certains ont été flingués vers l'arrière. Plus loin, le son a rattrapé les ténèbres et a évoqué des hommes dormant à des milles et des milles de l'avant. Pour 5 minutes après la dernière explosion, aucun ordre n'était nécessaire. L'armée allemande a simplement cessé d'exister. Plus de 10 000 armées allemandes ont disparu d'un instant. Quand la Terre a finalement cessé de s'éclater, près de 80 000 d'armées alliées, australiens, new-zélandais, anglais, canadiens et britanniques avaient déjà commencé à bouger. Cependant, ils se sont déplacés dans un mur de poussière avec une épaisse couche de fumée qui les a éclatés. La visibilité s'est diminuée jusqu'à 0, laissant l'ensemble des bataillons sans savoir quoi faire. Mais quand la lumière a commencé à changer, les hommes ont pu voir cratère après cratère s'émerger dans la haine. Partout où ils se sont déplacés, la terre a été transformée en quelque chose du bout du monde. Ensuite, les survivants ont commencé à apparaître. Les soldats allemands se sont déplacés à l'avant, certains s'enfuirent sans tirer un coup. D'autres se sont déplacés face aux troupes britanniques. Chaque seul trop terrifié pour continuer à se battre. Selon l'historien Nigel Steele, Côte, avec tellement de mines qui s'échappent l'un après l'autre, personne ne savait combien d'autres allaient venir. L'attaque a été rapide. À droite, les troupes australiennes et néo-zélandiennes se sont déplacées par le village de Messines, s'éloignant des bataillons et capturant des prisonniers par la moitié. Au centre, les forces britanniques ont fermé le village de Messines à Betchiata, où les résistances avaient déjà collapsé. Leur réponse artillerie est arrivée en retard. La plupart des armes ont été détruites ou cachées. Dans les cratères, l'infanterie britannique a trouvé des survivants dans le choc. Des nestes de machine gun qui auraient peut-être arrêté l'avancée ont été cachés sous des tonnes de terre. Avant la bataille, Messines a été transformée en une forteresse avec 5 boîtes de médicaments gardant ses approches. Les vendeurs se sont transformés en bancs et des dizaines de tranchées qui s'éloignent de l'extérieur. Néanmoins, les braves Nouveaux-Zélandais ont suivi près de leur barrage.
À un point fort allemand nommé Soins Farm, un seul tank s'est déplacé et a convaincu 30 défenseurs de se surrendre. À 7 heures du matin, le commandant de la garnison était dans les mains britanniques. Plus au nord, des troupes irlandaises de la 36e division d'Ulster ont avancé dans une cratère massive laissée par la mine Spambruckmüller. La 47e division a poussé avant, tellement près de leur propre artillerie qu'ils ont traversé 300 mètres de tranchées en seulement 15 minutes. À un état fortifié nommé Whitechapel, les dernières attentes ont commencé après un bombardement à 7h50 du matin. Cet après-midi, la dernière pression a commencé quand des troupes australiennes ont tombé vers Osterburn, tirant des cartons en concrète sur la voie Messine-Vanitan. Les tanks ont explosé sur les points forts et les réinforcements ont affaibli le temps d'attaque. L'attaque allemande n'est jamais arrivée car 2 divisions réservées sont arrivées heureusement tard pour être détruites par l'artillerie britannique quand elles ont traversé le terrain ouvert. À midi, une catastrophe s'est déroulée quand un fusil britannique a vu des Allemands près de Stingast Farm ouvrir le feu directement à leurs propres troupes. La 12e brigade australienne avançant au-delà des objectifs a pris le pire. Les observateurs, pensant que les Australiens avaient abandonné, ont appelé les barrages de plus près, les forçant à se retirer sous leurs propres barrages. Tout au long du jour, les barrages britanniques patrouillaient bas, en tirant des flèches et en tirant des positions de retraite. 4 ont été tirés, mais le reste a gardé l'hébergement informé en temps réel. À la nuit, les Britanniques ont gardé le plus de place à Messines Ridge où l'artillerie britannique a un jour regardé sous le soleil éprouvant. Les troupes britanniques ont maintenant gardé le terrain ouvert. En 12 heures, 19 000 et 80 000 hommes avaient cassé un système qui avait gardé pour près de 3 jours. Les résultats étaient étonnants. L'explosion a resté la plus forte de l'histoire jusqu'à les bombes nucléaires au Japon, mais a gardé le titre de la plus létale d'artillerie non nucléaire dans l'histoire humaine. D'entre les troupes britanniques situées sur la Ridge, seulement environ 7200 ont réussi à survivre à la bombe. Lorsque les batailles d'avant étaient chaotiques, déchirantes et toujours lentes, l'attaque des plumeurs a été multifacée, flexible et rapide. Son attention à la détail et son approche lui ont donné le respect affectionné de ses soldats, ainsi que son statut dans les rangs militaires britanniques. Le plus important, c'est que la capture de la Ridge de Messines a été un grand succès pour les Britanniques, qui s'est déroulé à l'un des points les plus critiques de la guerre. Mais cette victoire parfaite contenait l'essence du désastre. La commande britannique, épuisée par le succès, s'est convaincue qu'ils avaient trouvé la formule.